Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle guerre sur Bitcoin, Up Return. Après la guerre des blocs, Bitcoin a continué à se développer, et ce jusqu'à aujourd'hui. Mais depuis un peu plus de 6 mois, une nouvelle guerre se profile. Les développeurs de Bitcoin veulent changer un simple paramètre, Up Return. Seulement 23 octets. Ça te semble ridicule? Et c'est le cas. Mais c'est vraiment important. Car Bitcoin Core, qui est l'un des plus importants groupements de nœuds sur Bitcoin, le pense aussi. Et ils veulent même supprimer cette limite. Ouvrir complètement Up Return, sans restriction. C'est ça la nouvelle guerre. Un détail technique de l'histoire, mais qui pourrait bouleverser toute l'histoire. Bitcoin Core d'un côté et les utilisateurs qui le boycottent de l'autre. Ceux qui le boycottent ont déjà fait un choix. Ils ont décidé de basculer vers Bitcoin Note. Cette guerre, c'est donc Bitcoin Core contre Bitcoin Note. Une autre implémentation alternative et qui refuse le changement vers Up Return. La communauté est donc à nouveau fracturée et les deux camps s'opposent. Personne ne sait vraiment comment cela va finir et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors c'est parti. Like la vidéo si t'as kiffé l'intro, n'hésite pas à t'abonner et on y va. Bienvenue sur S'émanciper. Alors, Up Return, qu'est-ce que c'est au juste? Pour faire simple, lorsque tu fais une transaction avec un Bitcoin, en temps normal, tu envoies des Satoshi d'une adresse vers une autre. C'est ça l'usage classique de Bitcoin. L'usage pour lequel Bitcoin a été créé. Mais depuis toujours, certaines personnes veulent faire autre chose avec du Bitcoin, comme inscrire des messages, créer des preuves d'existence immuables, donc on ne peut pas changer, modifier, stocker des données qui n'ont rien à voir avec de l'argent, et techniquement, avec Bitcoin, c'est possible. Mais la question, c'est comment? Pour cela, tu as deux chemins possibles. Le premier chemin, c'est Up Return, une instruction spéciale dans le code de Bitcoin et qui te permet d'ajouter des données à une transaction. Mais attention, ces données sont marquées comme mortes depuis leur création. Elles ne peuvent donc plus jamais être dépensées et elles ne restent pas actives dans l'UTXO. J'ai fait une vidéo sur l'UTXO si tu veux comprendre un petit peu comment ça marche. Mais en gros, pour l'instant, aujourd'hui, quand quelqu'un inscrit autre chose que juste de la transaction monétaire sur Bitcoin, on considère que les Bitcoins où ces infos ont été inscrites n'existent plus. L'UTXO, c'est une base de données cruciale que chaque nœud Bitcoin doit maintenir. Elle contient la liste de tous les Bitcoins qui sont encore disponibles. Comme une partie ne le sont plus, c'est pour ça qu'on parle d'UTXO aujourd'hui. Tous les morceaux de Bitcoin qui n'ont pas été dépensés sont exclus de cet UTXO. Mais si on les intégrait, cela augmenterait la base de données. Et donc, il serait plus difficile de faire tourner un nœud. Et donc, il faudrait moins de nœuds puisqu'il se concentrerait sur des nœuds beaucoup plus puissants. Et on aurait un problème sur la décentralisation. C'est un peu la même problématique qu'il y avait eu lors de la guerre des blocs. Avec Up Return, les données sont donc inscrites dans la blockchain, mais elles n'alourdissent pas l'UTXO. C'est propre, c'est organisé et surtout c'est limité. Ça, c'est dans l'usage de l'Up Return actuel. Mais ceux qui veulent le changer, ceux qui sont donc sur Bitcoin Core, veulent modifier ça, ce qui va donc alourdir l'ensemble des données contenues dans l'UTXO. Si tu as bien compris ça, tu as déjà compris les bases de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Actuellement, tu peux mettre environ 83 octets de données, pas plus. Quelques mots, une empreinte cryptographique, une signature et c'est à peu près tout. Le deuxième chemin, c'est donc le contournement. Tu planques des données dans une transaction qui ressemble à une vraie transaction monétaire. Tu utilises Segwit et Taproot, ces deux mises à jour majeures de Bitcoin sorties en 2017 et en 2021. Si tu veux un peu plus d'informations sur Segwit et Taproot, dis-le moi en commentaire et je te ferai une vidéo sur chacune de ces deux mises à jour. Janvier 2023, un développeur nommé Casero Darmor lance ce qu'on appelle les Ordinals, des NFT directement implémentés sur Bitcoin. Des inscriptions donc permanentes, tout ça stocké dans la blockchain Bitcoin en contournant les règles de base de l'Up Return. Et là, c'est l'explosion. Les blocs se remplissent donc à vitesse grand V, les frais de transaction s'envolent et le réseau commence à vibrer, à trembler même. Certains jours, faire une transaction Bitcoin coûte 50 $, d'autres jours 60, 80 $, parce que des gens se battent pour inscrire leur JPEG de singe pixelisé sur Bitcoin. Ça semble un peu ridicule, mais c'est ça le cœur de l'enjeu. L'UTXO donc explose. Les graphiques montrent une remontée brutale et qui ramène au niveau de 2021. Un simple Raspberry Pi qui mettait déjà plusieurs jours à synchroniser la blockchain en met maintenant des semaines, parfois plus. Et ça, ça divise violemment la communauté. D'un côté, t'as ceux qui hurlent au spam et qui disent que Bitcoin c'est uniquement fait pour de l'argent, pas pour des singes en pixel art à 1000 €. Et que tout ça, ça détourne Bitcoin de sa mission originale. De l'autre, tu as ceux qui défendent la liberté
liberté totale et qui disent que si quelqu'un paye les frais, il a le droit de faire un peu ce qu'il veut, même stocker un JPEG ridicule, même si cela impacte l'ensemble du réseau et de la communauté. Face à ce chaos, Bitcoin Core a réagi. Leur analyse, c'est que UpReturn est devenu inutile, trop limité, trop restrictif. Alors les gens le contournent. Et ce contournement est bien plus nuisible que si on pouvait simplement ouvrir UpReturn. La proposition de Bitcoin Core, c'est donc de supprimer la limite des 83 octets et ouvrir complètement UpReturn, le rendre attractif, flexible, pour que les gens arrêtent de contourner les règles et utilisent l'outil qui a été créé exactement pour la monnaie à la base. En théorie, ça semble logique. Si les inscriptions sont donc inévitables, autant qu'elles soient propres, qu'elles n'alourdissent pas l'UTXO. Et donc, il faut supprimer ou en tout cas diminuer cette limite qui est consacrée autour de l'UpReturn. En réalité, ce débat révèle vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose qui va au-delà de la technique. Il révèle deux visions radicalement incompatibles de ce que Bitcoin doit devenir. Et pour comprendre pourquoi c'est si violent, il faut que je te raconte une histoire qui remonte au tout début, aux origines de Bitcoin. 3 janvier 2009, le premier bloc de Bitcoin vient d'être miné. Il s'appelle le bloc Genesis, le bloc original entre guillemets. Satoshi Nakamoto, le créateur mystérieux du Bitcoin, inscrit un message dans ce tout premier bloc, une phrase qu'il a prise dans le journal britannique The Time. Chancellor on bricks of second bailout for the bank. Le chancelier est au bord du second plan de sauvetage pour les banques. Bon, excuse-moi pour mon anglais. Ce message, ce n'est pas vraiment une transaction monétaire. Ça, tu l'auras compris. C'est un cri politique, un message de révolte contre le système financier traditionnel. C'est un message contre les banques centrales qui impriment de l'argent pour sauver les banques privées. Contre un système qui pourrit et qui socialise les pertes et privatise les profits. Et ce message, il est gravé dans la blockchain Bitcoin. Et cela pour toujours. Accessible à tous, immuable, donc inchangeable, immodifiable, impossible à censurer. Il sera toujours là. Il est présent dans le premier bloc qui a été miné par Satoshi Nakamoto. Alors pourquoi est-ce que je te raconte tout ça? Parce que ça prouve un truc fondamental. Dès le premier bloc, Bitcoin a été utilisé pour stocker autre chose que de l'argent. Pour inscrire donc un message, une preuve, un symbole politique. Mais au fil des années, cette capacité a progressivement été bridée, et cela volontairement. Les développeurs avaient très peur. Peur que Bitcoin devienne une sorte de poubelle numérique. Peur que n'importe qui y stocke n'importe quoi. Des films piratés, des images illégales, du spam massif. Et que cette pollution, elle finit par tuer la décentralisation en rendant les nœuds impossibles à faire tourner. Alors, en 2014, avec la version 0.9 de Bitcoin Core, ils ont créé UpReturn avec des règles strictes, une limite de 40 octets au début, puis 83 octets finalement. L'idée est simple, si tu veux absolument stocker des données, tu le peux, mais cela de façon limitée. Pendant des années, ce nouveau fonctionnement a très bien marché. Bitcoin Core avait donc trouvé la solution. Les gens utilisent Bitcoin pour faire des paiements, pour épargner, pour échapper aux banques, et les inscriptions de données restent marginales. Il n'y en a que très peu, elles sont anecdotiques. Personne ne s'en plaint vraiment. Et puis arrivent les originals. Alors, qui sont ces puristes? Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Pour eux, Bitcoin est sacré. C'est une réserve de valeur incensurable, une unité de compte neutre. Tout ce qui sort de ça, c'est du bruit. Donc, les puristes ont proposé une solution. Bloquer, filtrer, refuser de relayer les transactions qui contiennent des données qui ne sont pas monétaires. Et c'est exactement ce que va proposer Bitcoin Node, une autre implémentation alternative et qui a émergé face à Bitcoin Core qui était le leader numéro 1. Donc maintenant, on a deux implémentations différentes qui font deux choses différentes. D'un côté, Bitcoin Core qui du coup est plus laxiste et veut tout ouvrir, et de l'autre, Bitcoin Node. Bitcoin Node, lui, refuse de propager les ordinals. Il refuse de valider ses inscriptions de NFT. Il refuse de participer à ce qu'il considère comme une attaque directe contre l'essence même de Bitcoin. Car pour eux, c'est vraiment une question de principe fondamental. Et c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser, parce que là, on regarde à court terme. Mais imagine que Bitcoin devienne une monnaie mondiale et que tout le monde l'utilise. En tout cas, il y a beaucoup plus de gens qu'aujourd'hui. Et cette question, elle est vraiment fondamentale. Qu'est-ce que tu veux faire de ce Bitcoin? Et d'une certaine manière, je comprends leur rage. Vraiment. Mais leur solution, elle a aussi un défaut massif. Un défaut qui la rend complètement inefficace. Elle repose sur l'idée qu'on peut contrôler ce que les gens vont faire de Bitcoin. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que Bitcoin, c'est un système sans permission, trustless, sans autorité centrale,
sans aucune censure possible. Si un mineur veut inclure une transaction dans un bloc, eh ben il le peut, parce que c'est son travail. Même si cette transaction elle contient un JPEG de singe, même si elle est considérée comme du spam, tant qu'ils ont payé les frais de transaction, les mineurs vont valider. Bah oui, parce que c'est ça le cœur de Bitcoin. Et donc, techniquement, tu es légalement en droit d'y mettre ce que tu veux. C'est là que, de mon point de vue, le plan de Bitcoin Node s'effondre totalement. Refuser de relayer ces transactions n'empêche pas leur existence. Les mineurs seront financièrement incités à les inclure. C'est ça leur gagne-pain. C'est comme ça que Bitcoin fonctionne depuis toujours. Le libre marché. Les incitations économiques alignées les uns avec les autres. Alors oui, Bitcoin Node peut filtrer, peut refuser de voir toutes ces transactions. Mais ça n'y change rien au problème de fond. Les ordinals continueront d'exister. Les inscriptions continueront d'être créées. Et elles continueront de contourner l'op return d'origine en gonflant l'UTXO. C'est ça la proposition de Bitcoin Core. Et tu vois, franchement, ça divise. Quel camp tu peux choisir? C'est vraiment complexe comme sujet. Mais après, est-ce que Bitcoin Core a raison pour autant? Je ne sais pas, parce que Bitcoin Core, sa proposition, ils l'ont fait sans aucun consensus, sans débat démocratique. Il y a même certains développeurs de Bitcoin qui ont cherché à s'y opposer et ils ont été exclus temporairement de GitHub. Des voix très importantes ont donc été réduites au silence pour que la proposition de Bitcoin Core passe malgré tout. Et ça a été perçu comme de la censure. Et ça a mis aussi le feu aux poudres. C'est un peu tous ces éléments qui me fait penser à une nouvelle guerre des blocs. Différente, mais comme si c'était la deuxième guerre de Bitcoin. Maintenant, je vais essayer de te dire ce que j'en pense vraiment. D'un côté, je soutiens Bitcoin Core sur ce débat. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi. Les mineurs sont financièrement incités à inclure ces transactions. Ils gagnent vraiment de l'argent avec ces transactions. On ne peut pas les empêcher de faire ça, comme je te l'ai déjà dit. En plus, ça fait 15 ans que Bitcoin fonctionne comme ça. On ne peut donc pas changer. Ces incitations, si on les retire, elles vont casser Bitcoin. Casser ce qui est le cœur de Bitcoin. Alors oui, Bitcoin Node a le droit de refuser de relayer les ordinals. Il peut jouer entre guillemets les gardiens du temple. Mais ça va rien changer. Les mineurs vont continuer à inclure ces transactions quand même. Et si ces fameuses transactions, elles ne sont pas canalisées, elles vont nuire à la décentralisation. Donc en réalité, de mon point de vue, ce débat il est quand même assez facile à trancher. Bitcoin repose sur un alignement complet entre les incitations économiques et le besoin des utilisateurs, en tout cas leur demande. Et c'est ça tout le génie de Satoshi Nakamoto. Il a créé un système où tout le monde agit dans son propre intérêt. Et pourtant, le système fonctionne pour tout le monde. Les mineurs sécurisent le réseau parce qu'ils sont payés pour ça. Les utilisateurs adoptent Bitcoin parce qu'il est fiable et incensurable. Et les développeurs continuent parce qu'ils croient au projet. Le système s'autorégule et n'a donc besoin de personne pour le diriger. Alors maintenant, si on commence à compter sur la bonté humaine, entre guillemets, on va détruire cet équilibre. Si on demande aux mineurs de refuser des transactions lucratives pour un simple principe moral, on va leur demander de miner à perte, de choisir leur idéologie contre les intérêts économiques. Et ça, ce n'est pas viable. Ça ne tiendra jamais sur le long terme et ce sera trop éloigné de la réalité que représente Bitcoin. Donc regardons les choses en face. Dans quelques années, les récompenses de blocs vont devenir ridicules. En 2040, il restera moins d'un Bitcoin par bloc miné. Les mineurs devront donc compter sur les frais de transaction pour survivre, pour continuer à sécuriser le réseau. Et si l'on bloque les usagers non monétaires, on va réduire la demande, on va réduire les frais. On va donc encore une fois mettre en danger la sécurité même de Bitcoin. Alors oui, je sais que c'est désolant. Les NFT sur Ethereum, par exemple, ça pullule, ça a bien fonctionné, ça pourrait remarcher. Donc, en ouvrant ça sur Bitcoin, il y a un risque qu'il y ait beaucoup de gens qui aient envie de le faire sur Bitcoin. Sachant que Bitcoin a quand même une réputation autre qu'Ethereum. Augmenter Up Return, comme le propose Bitcoin Core, ça risque d'ouvrir une porte à de plus en plus de besoins, de plus en plus d'envie d'y transmettre de la donnée. Mais ça va aussi maintenir l'alignement des incitations économiques qui sont proposées sur Bitcoin. Ça va donc garder Bitcoin économiquement viable. Et surtout, ça va permettre de maîtriser l'UTXO en canalisant ces données dans un mécanisme qui ne va pas le polluer. Car en réalité, Bitcoin, c'est la liberté, la souveraineté individuelle, l'absence totale de censure. Et ça, malheureusement, ça marche dans les deux sens. Chacun est libre, ou doit l'être en tout cas, de faire ce qu'il a envie sur le réseau, même si on n'est pas d'accord avec ça. D'ailleurs, je pourrais peut-être me permettre un petit parallèle, mais pour moi, c'est aussi la problématique de la pensée de gauche.
Je suis fondamentalement de gauche, mais je ne peux pas interdire aux autres de penser différemment. Et la gauche actuelle, c'est ce qu'elle fait. Moi, pour moi, quand par exemple, il y a, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais il y a eu plusieurs fois où le Rassemblement national en France a été interdit de participer à tel ou tel événement, ou alors on blacklist entre guillemets le Rassemblement national, ou l'extrême gauche aujourd'hui aussi. Ça pour moi, c'est contre la liberté. On ne peut pas faire ça. Être de gauche, ça ne veut pas dire que notre pensée est meilleure que celle des autres. C'est juste la pensée que l'on a choisie. On ne peut pas empêcher aux autres de penser, d'agir et de faire ce qu'ils veulent, dans bien sûr le respect de la loi. Mais pour moi, c'est fondamental. Tu es libre d'utiliser Bitcoin comme tu le souhaites, mais les autres aussi, même pour des choses que tu pourrais trouver stupides. Qui sommes-nous pour décider de ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas? Qui sommes-nous pour décider pour tout le monde? Qui est Bitcoin Core ou Bitcoin Node pour décider? En réalité, pour moi, c'est le marché qui doit juger. Les gens vont voter avec leur Satoshi, avec leurs frais de transaction. Si les JPEG sur Bitcoin ont une vraie valeur pour certains, eh ben, ils survivront. Si c'est juste du vent, une mode passagère, ils vont disparaître naturellement. Mais ce n'est pas à une équipe de développeurs de trancher. Ce n'est pas à un comité de la censure de décider. Alors maintenant, soyons clairs. Je comprends totalement ta colère et celle des puristes. Je comprends la frustration de voir des développeurs exclus de GitHub. Ça, c'est inacceptable. Ça ressemble effectivement à de la censure et ça va complètement à l'encontre des principes de Bitcoin. Pousser à un changement aussi fondamental sans avoir le consensus de toute la communauté, ça c'est vraiment problématique. C'est même dangereux. Bitcoin Core a aujourd'hui beaucoup trop de pouvoir. C'est ça qui crée la division au lieu de l'unité. Mais boycotter Bitcoin Core pour passer à Bitcoin Node, pour moi ce n'est pas non plus la solution. Parce que Bitcoin Node propose une approche qui repose sur le contrôle. Et on ne peut pas contrôler. Sur l'idée qu'on peut forcer les gens à utiliser Bitcoin d'une certaine manière et pas d'une autre. Et ça, c'est inacceptable en fait. Si on commence à censurer les usages non monétaires aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va censurer demain? Les transactions vers certains pays qui sont sanctionnés? Vers certaines adresses blacklistées? Bitcoin va juste devenir une nouvelle banque traditionnelle avec ses règles arbitraires, ses interdictions morales, ses listes noires de censure? Non. Bitcoin, c'est la neutralité absolue. C'est l'absence de jugement. C'est la liberté totale pour tous, même pour ceux qui veulent l'utiliser d'une manière qui nous déplaît. Donc le débat autour d'UpReturn et de ses 83 octets, c'est une fracture idéologique profonde, une guerre de vision sur la même de Bitcoin. D'ailleurs, j'en profite pour te rappeler une chose fondamentale. Bitcoin Core n'est pas Bitcoin. C'est juste une implémentation du protocole, un gestionnaire de nœuds entre guillemets. C'est effectivement le gestionnaire le plus utilisé, mais il n'est pas Bitcoin lui-même. Et Bitcoin Core n'est pas une démocratie. C'est un projet open source maintenu par quelques développeurs. Si Bitcoin Core ne te plaît pas, tu es donc libre de choisir ta propre implémentation. C'est exactement ce que font les créateurs de Bitcoin Node. Et là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Si tout est ouvert et tout est libre, tu as la possibilité de choisir l'implémentation qui te semble la plus pertinente. C'est même souhaitable, car on a besoin de plus de diversité dans les implémentations Bitcoin. On a besoin de se défaire de cette entreprise quasi monopolistique qu'est Bitcoin Core. Parce que le vrai pouvoir dans Bitcoin, il n'appartient pas aux développeurs. Il doit appartenir aux utilisateurs. À toi, à moi, à tous ceux qui font tourner un nœud. C'est nous qui devons décider quelle version on souhaite installer et utiliser. C'est nous qui devons choisir les règles que nous acceptons. Ton nœud, tes règles. C'est le principe fondamental de Bitcoin. La pérennité des règles de Bitcoin Source, le code de base, ne se limite pas aux 21 millions. Elle repose en réalité sur du code. Elle repose sur la volonté collective des utilisateurs à préserver tous ces principes. Si demain Bitcoin Core essaye de changer la limite des 21 millions, personne ne va installer cette version. Le marché va le rejeter. Donc, les utilisateurs auront refusé. C'est ça la vraie décentralisation, c'est ça le vrai pouvoir de Bitcoin et c'est ça le vrai pouvoir du peuple. Alors ma conclusion, c'est que Bitcoin va survivre à ce débat. Comme il a survécu à la guerre des blocs, comme il a survécu à toutes les crises précédentes qui l'ont marqué. Parce que Bitcoin, c'est bien plus qu'un logiciel. C'est un accord social entre des millions de personnes et c'est surtout politique. Pour moi, Bitcoin, c'est assez incroyable. C'est la possibilité de séparer la monnaie de l'État.
C'est une révolution monétaire, technique et idéologique. Donc le futur de Bitcoin va dépendre de ce que nous décidons collectivement d'en faire. Pas de Bitcoin Core, pas de Bitcoin Node, seulement nous. Maintenant, c'est à toi de jouer. Like cette vidéo si elle t'a aidé à y voir un peu plus clair dans ce débat complexe. Abonne-toi si tu veux continuer à comprendre les vraies batailles qui façonnent Bitcoin. Et surtout, dis-moi en commentaire quel est ton camp. Tu soutiens plutôt Bitcoin Core, l'ouverture d'UpReturn, ou tu passes à Bitcoin Node pour résister. Ou alors, peut-être que tu es neutre. Comme moi, tu pourrais vouloir critiquer un camp pour les décisions qu'il a prises, et l'autre aussi, parce qu'il n'a pas forcément pris les meilleures décisions non plus. En tout cas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu veux comprendre l'autre grande menace qui plane sur Bitcoin, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur la guerre des blocs. Tu vas voir, c'est une histoire assez dingue et qui fait un peu l'introduction à celle-ci. Je te souhaite un très bon visionnage.